Voilà, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir auprès de vous, même si c'est de manière virtuelle. On est vraiment ensemble. Et je remercie Euripides et Christina de m'avoir invité et de me donner cette tribune pour pouvoir partager avec vous quelques-uns de mes souvenirs, quelques-unes de mes connaissances autour de l'art brut, autour de la collection de l'art brut. Et puis, pour ensuite terminer sur, en français, on dit nouer la gerbe. Vous voyez, c'est comme si on avait un bouquet de fleurs et puis essayer de donner une conclusion pour garder un lien entre le Brésil et l'Europe. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, si vous le voulez bien, c'est de vous faire partir à l'aventure avec moi dans l'histoire de la collection de l'art brut, évidemment en compagnie d'une personne, d'une figure qui est une figure clé, c'est le peintre Jean Dubuffet, le peintre français, peintre et sculpteur, bien entendu, qui en fait a donné aux œuvres de la dissidence, aux œuvres désobéissantes, aux œuvres différentes, ce nom d'art brut. On pourrait dire en fait qu'il serait faux de dire qu'il a inventé l'art brut, parce qu'il ne l'a pas inventé. Ceux qui ont inventé l'art brut, ce sont justement les auteurs de ces œuvres, mais ce qu'il a fait, c'est de les réunir, de leur donner un terme, de les réunir sous une expression commune, art brut, que parfois on traduit en anglais par outsider art. Et en fait, il a été la première personne qui a tenu à rassembler ses œuvres, à les soigner, à leur donner un statut, et non pas un statut médical ou psychiatrique, etc., mais un statut artistique, et une personne qui a tenu à aussi les étudier, les publier, les exposer. Alors évidemment, il n'est pas le seul à s'être intéressé à ces créations artistiques. On parle très souvent en Europe, en tout cas, d'André Breton, la figure de proue du surréalisme, beaucoup d'artistes surréalistes, beaucoup d'écrivains, d'autres écrivains se sont intéressés aux créations d'art asilaire, créés en milieu psychiatrique. C'était d'ailleurs souvent des écrits auxquels ces gens se sont intéressés. Beaucoup de médecins aussi se sont intéressés à ces créations-là, bien sûr d'un point de vue médical, mais souvent en allant aussi au-delà du point de vue médical, c'est-à-dire que beaucoup de médecins français, suisses, se sont intéressés à ces créations pour leur valeur esthétique, leur valeur spirituelle, leur valeur artistique. Mais on pourrait dire que Dubuffet a fait quelque chose de différent. Je ne dis pas de mieux, je dis il a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il a rassemblé des œuvres à la fois provenant des lieux d'asile, c'est-à-dire des œuvres asilaires, mais aussi en incluant des œuvres d'art qui sont des œuvres spirites, c'est-à-dire des œuvres réalisées par des personnes qui disent être en contact avec les défunts ou avec les esprits, avec des forces supérieures. Il a rassemblé aussi avec ces œuvres-là des œuvres réalisées par des personnes qui sont dans la marge. On dira des personnes qui ne suivent pas le mainstream, qui sont vraiment des personnes marginales. Au tout début, Dubuffet mène ses premières recherches. On est en 1945, donc c'est juste la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est une date clé, juillet 1945, c'est son premier voyage d'investigation en Suisse. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, à ce moment-là, Jean Dubuffet n'a pas encore inventé ce terme d'art brut. Donc, c'est étonnant de la part d'un homme comme ça qui suive son intuition avant d'avoir défini quoi que ce soit. Donc, il part de l'idée que doit exister un art autre, un art réalisé par des personnes qui sont non professionnelles, des personnes autodidactes, qui n'ont pas suivi de formation artistique et qui se lancent dans la création, évidemment en toute liberté, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui ignorent les règles, les normes artistiques, esthétiques, habituelles.
En fait, Dubuffet, c'est un peu particulier, mène l'enquête avant même d'avoir défini le type des œuvres qu'il est en train de chercher. Les choses se passent en fait à l'inverse. Il va d'abord rechercher des œuvres d'après son intuition, d'après ce qu'il sent et ressent, d'après son intime conviction, et c'est à la lumière de ses recherches, à la lumière de ses découvertes, qu'il va pouvoir petit à petit, de manière assez floue dans un premier temps, définir ce qu'est l'art brut. Donc, au fond, certaines personnes sont un peu dérangées par cela, parce qu'habituellement, en tout cas dans le domaine de l'histoire de l'art, évidemment que ce sont les œuvres qui existent et qui, en fait, une personne a une idée intellectuelle avant même de rassembler des œuvres. Là, Dubuffet fait l'inverse. Et dans ses premières recherches, dans ce premier voyage, dans tous ses premiers voyages, il va découvrir des œuvres qui vont devenir des œuvres clés. Il va découvrir des œuvres d'Aloïse Corbat, des œuvres qui sont essentielles, des œuvres d'Aloïse Corbat où en fait l'homme et la femme amoureux jouent un rôle primordial dans toutes les œuvres, les 2000 œuvres d'Aloïse. Eh bien, l'homme et la femme sont éperdument amoureux, ils sont dessinés et représentés dans un univers floral, végétal, en aplat, pas de perspective, pas de relief, pas de modelé. Aloïse vit dans un univers où elle invente des hommes, des femmes, des personnages princiers et royaux. Dubuffet est stupéfait de voir l'inventivité de cette femme internée dans un hôpital psychiatrique. Il découvre aussi Adolphe Wölffli, c'est-à-dire deux figures majeures de l'art brut. Adolphe Wölffli qui crée lui aussi, avec des crayons de couleur, tout simplement, sur du papier d'emballage, c'est-à-dire avec des moyens extrêmement simples, extrêmement humbles, et qui, interné lui aussi dans un hôpital psychiatrique, non pas à Lausanne, comme Aloïse, mais à Berne, près de la capitale suisse, dans un hôpital psychiatrique. Ces personnes-là étaient internées à vie, et pendant de nombreuses années, jusqu'à leur mort, ce sont des gens qui se livrent corps et âme à l'invention d'un univers onirique. Donc, évidemment, les premières recherches de Dubuffet, effectivement, sont faites dans des milieux asilaires. C'est là qu'il va trouver beaucoup de premières œuvres qui vont devenir des figures majeures, qui vont constituer le noyau de ses collections. Mais il faut être très attentif au fait que Dubuffet ne se limite pas à cette sphère-là. Il mène ses recherches en Suisse, mais aussi bien sûr très vite en France. Il va découvrir grâce à ses compagnons, puisqu'il fonde une association, notamment avec André Breton, et il va découvrir des œuvres de Pascal Désir Maisonneuve, ce créateur qui lui alors n'a jamais fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique et n'a jamais franchi le seuil d'un hôpital. Donc un homme marginal qui un jour se trouve sur un marché aux puces, découvre des coquillages marins et n'achète pas quelques coquillages marins, mais achète l'ensemble des coquillages, dont il est mais vraiment stupéfait devant ces formes qui l'inspirent, et il va en fait réaliser des visages qui ont au tout début cette idée vous voyez, de parodie, d'ironie. Il va vouloir, dans un premier temps, faire des parodies de la reine d'Angleterre. Il y a une part vraiment ironique dans son œuvre. Et puis petit à petit, il semble que tout se passe comme s'il était pris à son propre piège. Il va travailler sur le visage. En fait, Dubuffet va réunir beaucoup de créations artistiques, donc comme je l'ai dit, Aloïse, Wölffli, Maisonneuve, mais beaucoup aussi d'autres créateurs, et il va petit à petit enrichir ses propres collections d'art brut. Il va fonder un foyer, le foyer de l'art brut, on est là en 1947, on est à Paris, et dans les sous-sols
d'une galerie, dans les sous-sols d'une très grande galerie, la galerie Drouin. On est place Vendôme, au cœur de Paris. Vraiment la place Vendôme, une place très prestigieuse, mais tout se passe en sous-sol. Et ça, c'est intéressant parce que symboliquement, c'est vraiment capital. On est en sous-sol, de manière clandestine, à l'ombre. Ces sous-sols sont orientés au nord, et puis il n'y a pas de fenêtre. Donc tout ça est vraiment fait pour plaire à Dubuffet. Dubuffet est persuadé que les œuvres de l'ombre requièrent l'ombre. Les œuvres de l'ombre ont besoin de l'ombre. Il ne faut pas, à ce moment-là, pense-t-il, mettre au grand jour ces œuvres clandestines, ces œuvres confidentielles. Il faut en fait limiter, freiner la découverte. Mais tout de même, la porte, je ne dirais pas que la porte est fermée, elle n'est pas non plus grande ouverte, elle est entr'ouverte. C'est-à-dire que viennent visiter dans ces sous-sols quelques personnes de l'avant-garde de Paris, de cette fin de Deuxième Guerre mondiale. On a par exemple des poètes, Henri Michaud, Francis Ponge, on a Tristan Tzara, on a un ethnologue, Claude Lévi-Strauss, beaucoup d'artistes qui cherchent d'ailleurs, qui sont des chercheurs, qui sont des artistes de l'avant-garde, qui ne se contentent pas de ce que la tradition leur a inculqué, mais qui sont en train de chercher de nouvelles voies d'expression. En 1948, donc juste une année plus tard, eh bien, Gaston Gallimard, le célèbre éditeur qui existe toujours évidemment à Paris, eh bien Gaston Gallimard, qui est l'ami du Dubuffet, va prêter à son ami Dubuffet un petit pavillon, et c'est là que les choses vont se dérouler. Il y aura une très grande exposition de Wölfli que visiteront eh bien, ceux dont je vous ai parlé, et puis aussi quelques médecins, quelques personnes. Et puis, petit à petit, il continue ses recherches, il est en relation avec beaucoup de médecins, d'aliénistes, en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, dans plusieurs pays. Il est très intéressé par des créations, dit-il, presque de rien du tout, des créations presque très très simples, faites par des personnes qui n'ont pas forcément dans l'idée de communiquer leurs œuvres, qui n'ont pas dans l'idée d'être des artistes, de créer des œuvres, dans l'idée d'une exposition, d'être reconnus en tant que créateurs, en tant qu'artistes. Non, ce sont des gens, estime-t-il, qui créent simplement en puisant dans leur propre fond et sans être absolument influencés, pense-t-il, par les créations que l'on voit dans des musées ou dans des galeries. Évidemment, on l'imagine bien, dans les asiles, ce sont des lieux d'exclusion, des lieux d'isolement à cette époque-là. En France, en Italie, en Espagne, en Suisse, évidemment, ces lieux-là, dans les années 40, dans les années 50, je ne connais pas exactement la situation au Brésil, mais je pense que ça devait être à ce moment-là exactement pareil. Eh bien, ce sont des lieux d'exclusion. Ce sont des lieux où, en fait, on est pris de court, on ne sait pas exactement comment s'y prendre. En tout cas, ne sont pas organisés des ateliers, ne sont pas organisés des traitements médicamenteux, ne sont pas organisés des psychothérapies, il y a très peu d'écoute, les patients sont livrés à eux-mêmes et ce sont des lieux souvent, pas pour tout le monde évidemment, mais ce sont souvent des lieux de révolte, d'insurrection, des lieux où les personnes, très peu de personnes, elles sont rares, entreprennent de coûte que coûte dire ce qu'elles n'ont pas pu dire. Ce sont des gens qui n'ont pas eu le droit à la parole, donc qui envisagent d'entreprendre, de prendre ce droit qui ne leur a pas été donné et de dire, de s'exprimer. Alors ces gens-là vont récupérer et par n'importe quel moyen trouver coûte que coûte un mode d'expression qui leur est personnel. Quand bien même ils n'ont pas suivi de formation artistique, eh bien ils puisent, ils ont aussi eux des intuitions absolument extraordinaires, ils puisent au plus profond d'eux-mêmes, pense Dubuffet, et ils trouvent des ressources créatrices, archaïques, que tout individu possède au fond de lui. C'est ce que pense Dubuffet et c'est la raison pour lesquelles il continue de mener ses recherches, il enrichit ses propres collections et puis il se passe quelque chose d'important en 1951. Dubuffet va
va rompre, va couper, va subir une rupture en fait, va instaurer une rupture dans sa compagnie de l'art brut qu'il a fondée en 1948. Donc en fait, il va accepter la proposition de son ami, le peintre américain Alfonso Osorio, et il va accepter de faire partir jusqu'aux États-Unis toute sa collection. Donc c'était vraiment extrêmement dangereux, périlleux, mais en fait, eh bien, l'exil américain de l'art brut va durer un peu plus de 10 ans, 11 ans, et au bout de 11 ans, eh bien, il va faire revenir sa collection d'art brut, il va faire rapatrier les œuvres de l'art brut à Paris, il va acheter un immeuble, et c'est là qu'il va disposer ces milliers de pièces. Et il va prendre beaucoup plus de temps cette fois-ci. Il jouit d'une aisance financière, donc il va s'entourer de collaborateurs, il va fonder une deuxième compagnie de l'art brut. Donc vraiment, cette deuxième compagnie de l'art brut va encore donner plus d'ampleur à cette compagnie, et des recherches vont être menées, des trouvailles extraordinaires vont être faites. Par exemple, Laure Pigeon, cette femme française qui attribue une valeur médiumnique à ses œuvres, donc des dessins toujours dans les bleus, faits avec de l'encre bleue, d'une très grande finesse, d'une très grande délicatesse. D'ailleurs, ce qui nous montre bien que l'art brut, contrairement à ce que certaines personnes pensent encore, ne signifie pas un art grossier ou brutal ou gauche, non, absolument pas. On le voit dans les œuvres de Laure Pigeon, c'est d'une délicatesse, c'est d'une sophistication absolument extraordinaire. Cette femme crée des œuvres abstraites, absolument splendides. Ça, c'est aussi étonnant, en fait. Elle a caché ses œuvres pendant toute sa vie, cette femme. Elle a caché ses œuvres pendant toute sa vie, et lorsqu'elle décède, à ce moment-là, on va débarrasser son appartement, et puis on découvre, on tombe sur des centaines de ces productions à l'encre bleue, magnifiques. Une personne se souvient que Dubuffet s'intéressera peut-être. On passe un coup de fil à Dubuffet, ah voilà, on a découvert, etc. Dubuffet dit, j'arrive bien sûr, ça m'intéresse. Il saute dans un taxi, il est un peu retardé, mais il arrive in extremis, les papiers dans un carton. Les œuvres étaient déjà sur le trottoir, prêtes à être débarrassées. Donc, Dubuffet sauve in extremis ses œuvres. Donc, vous voyez, très souvent aussi, dans l'histoire de l'art brut, les œuvres sont sauvées in extremis parce que fort peu nombreuses dans ces années, on est dans les années 60 là, eh bien, fort peu nombreuses encore étaient les personnes qui s'intéressaient et qui apportaient un regard averti, avisé sur ces créations. Dubuffet, durant cette période des années 60, découvre d'autres créations qui vont devenir des représentants majeurs de sa collection. Par exemple, Carlo Zinelli, un Italien qui, lui, peint à la gouache dans un hôpital psychiatrique à Vérone. Donc des personnages ou un bestiaire, toujours avec une aisance extraordinaire, l'aisance d'un autodidacte qui se lance avec une liberté, même une insolence extraordinaire. On voit dans les œuvres de Carlo parfois ce qu'on prend souvent pour un cheval, mais qui est une mule. Et vous voyez, il l'assortit d'inscriptions, donc il mêle l'écriture à la figure. Le temps passe et Dubuffet se rend compte que pour lui aussi, le temps passe. Il a un peu plus de 70 ans, 70 ans, et il veut assurer un avenir à ses collections. Il recherche une institution, il recherche un lieu pour assurer l'avenir de ses collections. Il envisage la France, mais la France vient de refuser d'attribuer à sa collection la valeur d'utilité publique. Dubuffet a été particulièrement, vraiment particulièrement fâché lorsque cette décision a été prise de la part des autorités françaises. Il refuse, par exemple, la proposition de Pompidou. À ce moment-là, Pompidou voulait accepter sa collection, mais ne l'aurait pas présentée de manière permanente, mais de manière fragmentaire et temporaire. Ça ne convenait pas à Dubuffet. Donc, en fait, il a refusé d'autres propositions et il a accepté de donner sa collection, de faire une donation absolument extraordinaire à la ville de Lausanne, en Suisse,
À ce moment-là, en 1970-70, mais vraiment, Lausanne est une petite ville modeste, circonspecte, et ça lui convient bien. Justement, il estime que c'est un juste retour aux Suisses, comme ses premières recherches d'investigation, rappelez-vous, avaient été faites en Suisse, et notamment à Lausanne. Eh bien, il dit que c'est un juste retour aux Suisses. À ce moment-là, un château, le château du XVIIIe siècle, le château de Beaulieu, a été restauré pour recevoir cette donation. Les autorités de la ville de Lausanne sont prêtes d'accepter ce cadeau absolument extraordinaire. On peut dire quand même que là, ils ont fait preuve d'un regard averti aussi et avisé, parce que dans les années 70, vraiment très très peu nombreuses étaient les personnes qui se rendaient compte de la valeur de ces créations-là. Toujours est-il que la ville de Lausanne donc apporte un subside très large pour restaurer et pour aménager ce château. Et c'est Michel Thévaux qui va ouvrir les feux, pourrait-on dire, en 1976. Eh bien, c'est à ce moment-là que la collection de l'art brut ouvre ses portes au public. Et ça, c'est vraiment un statut complètement différent. Cette collection passe d'un statut privé à un statut public. Donc vraiment, au même titre que n'importe quel autre musée, vraiment avec des visiteurs, avec des expositions, avec un système de conservation, un système d'alarme, un système de sécurité, un système de restauration. Mais vraiment, cette collection va jouir vraiment de soins, on pourrait dire, et d'un nouveau statut, un statut muséal à part entière. Et puis à ce moment-là, en fait, Michel Thévaux va discuter avec Dubuffet et ils vont prendre ensemble la décision. La collection, ces 5000 pièces, à ce moment-là, elle ne sera pas figée. L'idée était soit de poursuivre l'enrichissement des collections, soit d'arrêter là et de garder cette collection telle qu'elle. Ils décident l'un et l'autre, Dubuffet et Thévaux, de poursuivre l'aventure, c'est-à-dire que Thévaux va être chargé de poursuivre les recherches. Il va faire des découvertes absolument extraordinaires, de nombreuses découvertes, au nombre desquelles Joseph Wittlich, cette œuvre absolument extraordinaire de cet homme qui dessine des personnages, parfois des scènes de bataille, des scènes de guerre, parfois des femmes incroyable, vraiment avec une puissance d'expression incroyable. Cet homme travaillait dans une usine et puis durant son temps libre, d'ailleurs qui était une petite partie très congrue, minime de son temps, eh bien dans son grenier, il travaillait à l'élaboration de ses peintures à la gouache ou de manière dans un aplat extraordinaire, représente des femmes avec un cerne noir qui leur donne une puissance d'expression extraordinaire. Et puis les années passent, Michel Thévaux organise des expositions temporaires, un très grand nombre d'expositions temporaires, environ 3 à 4 par année, à partir de 1976. Et puis les années passent, la collection d'art brut jouit d'une réputation et puis d'un intérêt croissant. Il y a vraiment un intérêt, non pas seulement de la part des Suisses, non pas seulement de la part un intérêt local, un intérêt vraiment de la part de l'étranger, beaucoup de visiteurs étrangers. Au début des années 2000, c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir succéder à Michel Thévaux. Et puis, j'ai également suivi les traces. Je me suis sentie héritière de Jean Dubuffet et de Michel Thévaux. Et puis, moi, j'ai tenu à donner une envergure internationale. C'est-à-dire que je me suis dit peut-être bien que doit exister un art brut au-delà des frontières européennes. Et puis moi, je suis partie au Japon, en Chine, à Bali, dans plusieurs lieux, aussi en Afrique. Eh bien, j'ai fait des découvertes absolument extraordinaires, au nombre desquelles des œuvres japonaises, comme par exemple Shinichi Sawada, celui qui crée ces sculptures absolument extraordinaires. C'est un créateur autiste qui travaillait de manière très très lente et qui apporte un soin très particulier à ces figures qui sont à la fois des figures, on pourrait dire qu'on est entre l'humain et l'animal, entre des œuvres, des figures anthropomorphes et zoomorphes,
qui font partie d'une mythologie tout à fait personnelle. J'ai aussi eu la chance de découvrir en Chine et de rencontrer cette créatrice chinoise, Guo Fengyi, qui travaille, elle, avec de la peinture, hein, et qui travaille toujours de la même manière en juxtaposant des coups de pinceau, qui est en contact, dit-elle, avec des forces supérieures. En fait, cette femme n'avait pas du tout d'intention artistique au début de sa création. Elle souffrait de crises d'arthrite très aiguës. Et donc, l'intention de Guo Fengyi au début, quand elle se lance dans la création artistique, ce n'est pas une intention artistique, mais c'est une intention thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner ses douleurs. Et petit à petit, eh bien, c'est de cette manière-là qu'elle est allée plus avant dans sa création artistique et qu'elle a donné naissance à un millier d'œuvres, des œuvres absolument exceptionnelles, dont un grand nombre sont inscrites à la collection de l'Art Brut. Donc, j'ai également enrichi des œuvres, j'ai enrichi les collections de l'Art Brut grâce à ces recherches que j'ai menées dans plusieurs pays. Et puis, eh bien, la collection de l'Art Brut, hein, aujourd'hui, eh bien, elle est dirigée par Sarah Lombardi, qui, elle, a choisi, en fait, de mettre en valeur principalement le fond de l'Art Brut, c'est-à-dire les œuvres qui ont été réunies principalement par Jean Dubuffet, peut-être aussi les œuvres qui ont suivi. Elle estime que ces œuvres doivent être mises en évidence, et c'est de cette manière-là que des expositions temporaires, des publications mettent toujours en évidence ces œuvres. Alors, je dirais que récemment, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage au Brésil, et puis les deux grandes collections qui m'ont vraiment stupéfaite, eh bien, c'est évidemment ce musée absolument exceptionnel, ce musée Bispo de Rosario. Excusez-moi mon accent, mais il faudra que je revienne au Brésil pour améliorer mon accent. Eh bien, là, j'ai été stupéfaite par les œuvres de Bispo de Rosario que je connaissais de longue date, mais toujours par des reproductions. Rien à voir quand on voit les œuvres, quand on voit des œuvres originales, évidemment qu'il se passe quelque chose d'indicible qu'on ne peut pas exprimer, mais une force, une puissance extraordinaire, artistique, est évidente. Et c'est là, en fait, que j'ai eu vraiment, j'ai été stupéfaite. Et puis, évidemment, il m'a semblé important de faire connaître beaucoup plus ces créations en Europe. Et puis, j'ai aussi eu la chance, lors de ce voyage, eh bien, de découvrir les œuvres, les images de l'inconscient qui m'ont aussi stupéfaite. J'ai fait une découverte assez brève, mais enfin, qui a été assez longue pour que je sois mais vraiment saisie par la richesse des réserves que j'ai vues, par ces œuvres qui mériteraient vraiment d'être beaucoup, beaucoup plus connues en Europe. Bon, je suis particulièrement heureuse de savoir maintenant qu'il y a une exposition à Maastricht, mais je crois que ces expériences-là devraient être renouvelées. Nous devrions essayer de travailler beaucoup plus main dans la main, hein. Il y a cette expression en français, sûrement qu'elle existe aussi en brésilien, travailler main dans la main pour éviter que chaque collection ou que chaque institution travaille de son côté. Je crois que vraiment nous avons nous devrions, c'est peut-être sans doute hein, notre travail, notre mission, nous devons absolument travailler main dans la main pour en fait que puissent naître des collaborations. C'est de cette manière-là que nous pouvons apporter une fécondité, hein, une collaboration féconde pour enrichir l'histoire des collections, pour enrichir nos connaissances, nos savoirs, et puis faire connaître de part et d'autre de nos continents, de nos pays, faire connaître vraiment ces œuvres qui nous tiennent à cœur, que nous avons la chance, nous, de connaître un peu et que nous devrions vraiment faire connaître, puisque tel est notre propos. Hein. On pourrait dire que nous avons un panier de la mariée qui est tellement bien garni, mais que nous devons partager nos connaissances, nos savoirs et les œuvres que nous avons eu la chance de découvrir. Eh bien, c'est un privilège, et ce privilège, eh bien, on se doit de
de le partager avec d'autres personnes. Voilà, je crois que j'étais un peu longue, mais j'avais vraiment très envie de vous parler et très envie de vous raconter combien la découverte de ces deux collections, je sais qu'il y en a beaucoup encore au Brésil, m'a stupéfaite et je rêve de collaborer encore avec vous. Voilà, à très bientôt, au revoir et puis surtout, gardons contact.